Il se retrouve dans le hall des visiteurs, qui est représenté par un bar avec de nombreux endroits où des combattants de différents niveaux discutent des dernières nouvelles et se vantent également de leurs exploits en buvant quelques verres de bière. Rick appelle la barman qui est sa petite amie aux cheveux bleus. Kate travaille ici depuis longtemps, malgré le fait qu'elle soit une combattante moyenne. Elle a été la première personne avec qui Rick s'est lié d'amitié à son arrivée ici. Après avoir versé à Rick un verre de sa boisson préférée, Kate dit que plusieurs escouades devraient bientôt revenir de mission et elle le leur recommandera certainement. En sirotant son verre, Rick se rend compte qu'avec sa force, il peut facilement intégrer n'importe quelle équipe. Mais le but de sa venue ici est différent. Cependant, pendant les 10 jours qu'il a passés ici, il n'a pu trouver aucune information utile pour lui-même. Soudain, il voit que les visiteurs du bar ont commencé à se rassembler près de la télévision locale, sur laquelle un message d'urgence a commencé à être transmis. Il y est déclaré que l'armée invite tous les mercenaires intéressés ainsi que les familles de météorites à se joindre à une opération conjointe visant à éliminer les monstres. Les récompenses pour les participants sont très lucratives et les 10 meilleurs combattants de cette opération auront l'opportunité de travailler à la base de pluie fantomatique en tant que consultants en sécurité. Après qu'une météorite soit tombée sur Terre et que des monstres soient apparus, 3 structures ont été organisées pour s'en protéger, dont la première est l'État représenté par l'armée. La seconde, à laquelle appartient Rick, est représentée par des combattants engagés qui combattent des monstres pour de l'argent. Et enfin la troisième, qui est représentée par les familles de météorites qui, pour la plupart, luttent contre les monstres pour la gloire de leur famille. Chaque année, le nombre de mutations augmente, ce qui entraîne une augmentation de la population de monstres. Ces 3 structures mènent donc régulièrement des chasses conjointes. Dans ce jeu, les récompenses pour la chasse conjointe sont beaucoup plus élevées que dans les précédents, et les 10 premiers auront la possibilité d'acquérir des compétences spéciales de classe D de la base de pluie fantomatique. Rick comprend qu'avec sa force, il sera difficile de figurer parmi les 10 meilleurs combattants. Mais il est sérieux car s'il réussit, l'accès au coffre-fort dont son père lui a parlé lui sera ouvert. À ce moment, une voix provenant du haut-parleur résonne dans toute la pièce. Tous les participants à l'opération conjointe doivent se rendre dans la salle pour s'inscrire. En arrivant là-bas, Rick voit beaucoup de gens voulant participer à l'élimination des monstres, car cette année, ils peuvent obtenir des récompenses très lucratives pour cela. Dans un coin de la pièce, il aperçoit la barman Kate, que nous connaissons déjà, debout et à côté d'elle, un petit gros homme aux cheveux blonds. Kate est surpris par l'apparition de Rick ici car, selon les documents, il est un combattant de la catégorie initiale, donc cette mission est trop dangereuse pour lui. Après quoi, elle tourne la tête vers le garçon blond et lui demande de s'occuper de Rick sur le champ de bataille. Le nom de ce garçon est Morty. Il appartient à la famille Météorite Pew. Bien qu'il n'ait que 15 ans, Morty est déjà un combattant moyen, et il possède également le talent du pouvoir divin inné. Et son père, Hugh, est le président de l'association des mercenaires. Morty est bouleversé par la demande de Kate. Il pense qu'elle est tombée amoureuse de Rick, même si elle a promis d'être avec lui quand il sera grand. Ce à quoi Kate répond qu'elle le présentera à sa sœur cadette, qui est encore plus belle qu'elle. Après cette déclaration, Morty accepte de s'occuper de Rick si sa sœur est vraiment aussi belle qu'elle le dit. Kate remercie Morty pour son aide, mais en réalité elle est seule dans la famille. Après quoi, un train arrive pour le nouveau détachement, qui devrait les emmener au lieu de rassemblement des combattants, où on leur communiquera leurs autres objectifs. Après la chute de la météorite, tous les systèmes de transport ont été détruits. Seule la voie ferrée a été restaurée. De nos jours, les prix des billets de train sont exorbitants. La raison en est le danger des déserts en dehors des villes. La nature sauvage entre la ville de Shine et la montagne de pluie fantomatique est 100 fois plus dangereuse en raison des puissants monstres qui la remplissent. L'un de ces monstres classés rang D, le renard aux yeux d'aigle, surveille le train dans lequel l'équipe voyage. Mais l'esprit de ces créatures est suffisamment développé pour comprendre quand ne pas attaquer, alors le train continue calmement son chemin. Finalement, après un certain temps, le train arrive au camp du train fantôme. Après avoir quitté le train, les combattants se sont regroupés de manière chaotique en 3 groupes. Les combattants les plus remarquables sont les 2 se tenant devant les premiers et deuxièmes groupes. À l'avant de la première colonne se trouve un combattant nommé Gray. C'est un combattant de niveau avancé et également membre de la famille Météorite Lee. Devant la deuxième colonne se tient le garçon, Morty, que nous connaissions déjà, mangeant avec grand appétit une autre cuisse de poulet. Depuis la fenêtre du quartier général de la pluie fantomatique, les principaux organisateurs de ce nettoyage observant l'arrivée des détachements. L'un d'eux est Brooke. Il est l'instructeur en chef de la base militaire de pluie fantomatique et est également le superviseur de cette opération. À côté de lui, sur un canapé luxueux et un cigare à la main, est assis Hugh, le père de Morty et président de l'association des mercenaires. Il fume lentement son cigare en disant que son fils entrera certainement dans le top 10.
Le seul qui peut l'arrêter est Gray de la famille. Dans la pièce avec eux, il y a aussi un vieil homme nommé Wan. Il est le patriarche de la famille. De toute son apparence, il ressemble à un renard âgé et rusé et essaie de sucrer Gray à chaque occasion. En regardant comment ils se flattent, Brooke pense qu'ils ressemblent tous les deux plus à des clowns qu'à des manipulateurs rusés. L'action se déplace vers la zone d'opération, qui est la zone extérieure de la montagne. Elle se compose de nombreuses couches mélangées de monstres, dont les plus forts sont de classe D. Les récompenses de la compétition sont classées en fonction du niveau de couche de monstres éliminés par le combattant. 1 point pour les monstres de niveau F, 10 points pour les monstres de niveau E et 100 points pour les monstres de niveau D. 3 jours sont alloués pour l'ensemble de l'opération. L'année dernière, le pire des meilleurs a marqué 500 points. Rick se rend compte que s'il veut entrer dans le top 10, il doit marquer au moins 600 points. Il atteint enfin sa destination. Autour de lui, il n'y a que des bâtiments détruits et un silence suspect. De plus, en chemin, il n'a pas rencontré un seul monstre. Soudain, grâce à sa capacité de perception, Rick sent de nombreux objets solides voler vers lui. Il parvient à sauter en arrière, parant adroitement toutes les attaques dirigées contre lui. Ensuite, il voit devant lui de nombreux vils monstres arthropodes recouverts d'une carapace dure et rocheuse. On les appelle des araignées de pierre. Les araignées de pierre sont des monstres de rang F commun à la zone extérieure de la montagne de pluie fantomatique. Leurs toiles et leurs crocs sont venimeux et le pire, c'est qu'ils vivent en colonie. Dans un nid, il peut y avoir 100, voire 1000 individus. En regardant les monstres arthropodes, Rick comprend que cette ville abandonnée n'est rien de plus qu'un nid d'araignées de pierre. Mais cela n'effraie pas du tout le personnage principal, car c'est une excellente occasion de gagner les points nécessaires. À ce moment, un groupe de créatures arthropodes de pierre attaque Rick et toute la colonie pointe ses crocs venimeux dans sa direction. Mais le personnage principal contre-attaque immédiatement les araignées avec une rafale rapide, comme un éclair. Il se précipite à travers eux, coupant tout le monde sur son passage. De toute une famille d'araignées de pierre venimeuses, il ne reste plus que de petits cadavres de pierre recouverts de mucus vert. Rick se rend compte qu'avec sa force actuelle, les monstres de rang F ne représentent aucune menace pour lui. Cependant, les araignées ont un instinct grégaire et territorial. Dès qu'ils se rassemblent, ils commencent à capturer tous les organismes dans le rayon de leur zone. C'est pourquoi sur le chemin jusqu'ici, Rick n'a pas rencontré un seul monstre, ce qui gâche grandement son plan initial qui consistait à tuer le plus possible de monstres de niveau E, car de cela, il peut obtenir plus de points ainsi qu'améliorer ses caractéristiques grâce au système Dieu de la guerre. En ouvrant son système, Rick voit qu'il ne gagne pratiquement rien en tuant des monstres de si bas niveau. À ce moment, il remarque qu'une autre famille d'araignées de pierre commence à ramper hors d'une autre maison abandonnée de la ville. Rick décide que c'est l'occasion idéale pour tester sa nouvelle capacité de manœuvre qu'il a récemment apprise. Après quoi, Rick crée un puissant courant et pousse son pied du sol avec une telle force que les pierres en dessous sont détruites en 1000 morceaux. Après avoir utilisé cette capacité, le corps de Rick commence à se déplacer à une vitesse folle, changeant sa trajectoire en une fraction de seconde, lui permettant de se déplacer rapidement et facilement entre plusieurs adversaires. Même si la technique n'est qu'au niveau d'entrée, les araignées ne peuvent même pas toucher le corps de Rick. Désormais, le héros possède plusieurs capacités uniques dans son arsenal, mais une pratique et un entraînement constant sont nécessaires pour les renforcer. Après avoir affronté tous les monstres de cet endroit, Rick se lance dans son prochain voyage. La scène se déplace dans une forêt située au flanc de la montagne. On nous montre une foule immense de combattants essayant furieusement d'attraper quelqu'un. Leur cible est Morty. Il réussit à s'éloigner d'eux et à grimper à un arbre. Voyant que les combattants dépassaient sa position, une pierre tombe de l'âme de Morty, car s'il l'avait attrapé, il n'aurait probablement pas pu survivre. Après avoir sauté de l'arbre, Morty ressent une douleur au niveau du tibia. Puis il remarque que sa jambe est blessée. Il est furieux que quelqu'un ait osé se débarrasser de lui. En sortant de la forêt, Morty marche le long d'une route qui lui est inconnue, se concentrant sur les bâtiments visibles les plus proches. Après quoi, il arrive dans une ville abandonnée et remarque qu'il n'y a pas une seule âme ici et qu'il y a un silence complet autour. Soudain, de l'obscurité d'un des bâtiments, il remarque de nombreux regards affamés dirigés dans sa direction. En voyant de nombreuses araignées de pierre devant lui, Morty se rend compte qu'il est tombé dans leur nid. Son corps est envahi par une peur bestiale. Par peur, Morty ne peut pas bouger. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est se couvrir le visage avec ses mains pour ne pas voir comment les araignées le dévoreront. Mais à ce moment, un éclair de lumière bleue survole le gros homme lâche, et les monstres qui tombent dans le rayon de l'éclair sont divisés en tête et en abdomen, tachant le champ de bataille de mucus vert. C'est Rick tenant sa lame dans ses mains. Il demande à Morty comment un enfant comme lui est-il arrivé ici? Et comment a-t-il reçu l'approbation de l'armée? En regardant Rick, Morty se rend compte que c'est le même gars dont Kate lui a demandé de s'occuper.
Rick aide Morty à se rendre dans la pièce la plus proche à l'abri des monstres et soigne également ses blessures. En examinant les montagnes d'arthropodes morts, Morty se rend compte que Rick n'est clairement pas le combattant faible que Kate pense qu'il est, car il a affronté les araignées avec une facilité extraordinaire. Après avoir fini de soigner ses blessures, Rick traite Morty de têtard et lui dit qu'avec de telles blessures, il ne pourra pas continuer l'opération, il doit donc s'asseoir ici et attendre des renforts. Le gros homme aux cheveux jaunes n'est pas satisfait du ton de Rick et lui dit de qui il est le fils, ce à quoi Rick répond qu'il n'en a rien à carrer. Après quoi, le gros se rappelle que Kate lui a dit que Rick n'était là que depuis un mois. Très probablement, il n'a pas encore suffisamment entendu parler de ses succès et de son statut. Il comprend également que s'il reste seul ici, alors les bâtards qui le chassent le retrouveront certainement et le tueront définitivement. Il doit d'une manière ou d'une autre forcer Rick à le garder, au moins jusqu'à ce que ses blessures guérissent, après quoi Morty dit à Rick que la technique de manœuvre qu'il a utilisée est une pure foutaise, mais il se trouve qu'il a une technique de manœuvre de niveau et qu'il est prêt à gentiment partager avec lui. Cette proposition intéresse Rick car pour son objectif principal, il doit maîtriser autant de compétences que possible. Rick, avec un regard incrédule et un léger sourire narquois, demande à Morty s'il dit la vérité, ce à quoi il répond qu'il ne mentirait pas, et tend la main pour conclure un accord. À ce moment, Rick ne peut plus se retenir et éclate de rire, car où est-ce qu'un gros homme ordinaire comme lui aurait pu se procurer une technique de manœuvre de niveau E? Ce à quoi Morty répond qu'il est de la famille Pew et aussi le fils de Hugh, et un célèbre génie de diverses techniques. Pour lui, c'est une simple bagatelle. Rick regarde Morty d'un air surpris car le nom de Hugh de la famille Pew lui est familier. Il sait qu'il est le président de l'association des mercenaires. Morty ajoute que pendant qu'ils discutent ici, les mercenaires le recherchent, ils doivent donc se dépêcher. Après quoi, pour prouver ses paroles, il transfère la compétence de manœuvre de niveau E à Rick, et une fois l'opération terminée, il lui donnera toutes les instructions pour l'utiliser. Dans le système Dieu de la guerre, Rick voit qu'une notification est apparue concernant la réception d'une nouvelle compétence qui n'a pas encore été activée. Se réjouissant de ses capacités, Morty pense que Rick doit être choqué par la compétence qu'il a reçue car elle coûte au moins 1 million. Maintenant, il acceptera certainement de l'aider. Rick accepte d'aider le gros homme, disant que dès qu'il aura nettoyé le repère des araignées, il l'emmènera au plus profond de la montagne de pluie fantomatique où il sera beaucoup plus sûr. Les compères se serrent la main en signe d'accord. Rick donne son nom au gros homme, ce à quoi il répond qu'il le connaît depuis longtemps. Après quoi, ils entendent un grand bruit de verre brisé en morceaux. Les héros remarquent que depuis la fenêtre brisée, 2 crochets tranchants comme des rasoirs volent vers eux à une grande vitesse, visant le corps de Morty. Rick couvre le corps du gros homme et d'un mouvement rapide de sa lame, il dévie les crochets qui volent vers eux. 3 assaillants apparaissent dans l'obscurité du bâtiment. Ce sont ces personnes qui ont initialement poursuivi Morty. Ils sont surpris qu'il ait pu les balader avec une telle blessure. Morty les traite de salauds qui ne peuvent combattre que des gens blessés, et une fois que son père l'apprendra, ils ne seront définitivement plus des résidents. Ce à quoi les 3 hommes masqués répondent que son père ne le saura jamais car ils vont maintenant le tuer ainsi que Rick. Morty dit au personnage principal que Kate lui a demandé de s'occuper de lui. Il doit donc sortir d'ici pour ne pas la contrarier car elle est très belle et aussi tout raconter à son père de ce qui s'est passé ici. Rick est surpris que Kate ait demandé à ce drôle de gros homme de s'occuper de lui ainsi que de son courage, car se retrouver seul face à 3 combattants moyens est une mort certaine. Le chef du groupe masqué dit à nos 2 compères qu'il ne laissera personne s'échapper d'ici, parce qu'ils n'ont pas besoin de témoins supplémentaires. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Assurez-vous d'éclater le pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Dites-moi en commentaire si vous attendez la suite. Sur ce, je vous dis, à la prochaine.